Moi, je vais vous parler du bilan étiologique dans l'embolie pulmonaire. Donc, quoi faire et pour qui? Donc, je remercie les cardios de m'avoir invité parce que dans mon ancien centre, ça serait jamais arrivé globalement. Et je suis je suis hématologue, mais je fais de l'oncologie. Je fais de l'onco-hématologie, donc en fait, c'est un petit peu un challenge aussi de m'avoir invité pour parler de thrombophilie. Donc, pourquoi le bilan étiologique c'est important? C'est important parce que il y a des situations où le risque de récidive de thrombose, que ce soit l'embolie pulmonaire ou la maladie plus générale, la TVP, où ce risque est élevé. Et donc ces situations, c'est le cancer et c'est aussi la thrombophilie au sens large, donc c'est-à-dire les thrombophilies constitutionnelles ou le SAPL. Et donc c'est important parce que dans ces situations où le risque est élevé, et ça je pense que mon collègue il en parlera après, la durée de traitement d'anticoagulation elle va pas du tout être la même. Donc quand et comment faire le traitement, le bilan pardon, j'ai utilisé les mêmes recommandations que mes collègues. Ça c'est la société d'hématologie écrit en français. Donc il y a deux moments où on fait le bilan. C'est on revoit le patient en consultation à 1 mois et donc les pneumologues disent que c'est au médecin traitant de faire ce bilan d'orientation étiologique. Et le deuxième moment, j'ai d'abord dit à Mayotte, c'est quand même compliqué parce qu'on a des patients assez rapidement perdus de vue et globalement pas assez de médecins. Donc l'idée, c'est que comme le patient va être hospitalisé pour la prise en charge de l'EP, c'est de le faire avant qu'il s'en aille d'hospitalisation, donc avant qu'on l'ait perdu de vue. Et le diagnostic étiologique formel, si on retient une étiologie, il est fait entre 3 à 6 mois après l'épisode avec les résultats du bilan qu'on a lancé ou pas. Et donc à Mayotte, globalement, ça va être une consultation avec l'oncologue ou avec l'interniste selon vers quoi on s'oriente. Là, ça va être les recommandations de pour qui faire un bilan étiologique. Eh bien déjà, il faut savoir qu'il y a quand même une grande partie des patients chez qui il est recommandé de ne pas faire de recherche systématique d'étiologie parce qu'en fait, les patients ont un facteur majeur de thrombose et que on va se contenter, ça suffit à ne pas lancer d'exploration autre. Donc ça, c'est le petit tableau pour savoir si on a des facteurs majeurs ou mineurs de risque clinique de thrombose. Et donc les risques majeurs, c'est essentiellement de la chirurgie, donc soit avec une anesthésie générale, soit une chirurgie / fracture des membres inférieurs, la grossesse, le postpartum immédiat, les traitements hormonaux. Et donc on entend facteur de risque majeur pour, ça va changer drastiquement notre durée d'anticoagulant. Vous avez le cancer, vous allez être anticoagulé longtemps. Vous avez été opéré d'une prothèse de hanche il y a 15 jours. Globalement, on ne va pas maintenir les anticoagulants longtemps pour ces patients-là. Donc, il y a beaucoup de textes, mais après, j'ai mis des diapos avec des petits carrés et des petits ronds où c'est beaucoup plus sympa. En gros, si vous avez un épisode de MTEV non provoqué, il est recommandé de rechercher un cancer de façon clinique simple. C'est-à-dire, vous interrogez votre patient, est-ce qu'il a des antécédents de cancer? Est-ce qu'il y a des antécédents de cancer dans sa famille? Est-ce qu'il a la tête d'un patient qui a le cancer? C'est-à-dire, est-ce qu'il a perdu du poids? Est-ce qu'il vous semble altéré? Est-ce qu'il mange plus? Est-ce qu'il a une espèce de fièvre inexpliquée? Et en l'examinant simplement, donc, est-ce qu'il y a une masse dans le sein? Est-ce qu'il y a des ganglions? Etc. De faire un hémogramme et une calcémie, donc dosage simple, accessible à tous, et de vérifier qu'ils ont bien eu leur dépistage des cancers de la population générale. Donc si c'est une femme, est-ce que le frottis est à jour? Si elle est âgée de plus de 50 ans, est-ce que sa mammographie a bien été faite? Les hommes, c'est le PSA, et chez les deux, est-ce qu'ils ont fait leur dépistage du cancer colorectal? Toutes les autres explorations ne sont pas indiquées en première intention s'il n'y a pas de suspicion de cancer avec ces 3 points-là. Donc, on ne fait pas de TDM-TAP à tous les gens qui ont fait une embolie pulmonaire sans facteur majeur de thrombose.
Si en dessous j'ai pas pu m'empêcher de faire l'hémato. Donc si l'hémogramme est normal, on n'envoie pas le patient chez l'hémato pour rechercher un syndrome myéloprolifératif chronique, sauf s'il a thrombosé dans un site atypique. Donc là, je m'éloigne un tout petit peu de l'embolie pulmonaire, mais si vous avez une thrombose du membre supérieur sans cathéter, si vous avez une thrombose veineuse cérébrale ou si vous avez une thrombose veineuse planchnique, là, c'est légitime de l'envoyer voir un hématologue faire un bilan, même avec un hémogramme normal. Donc en fait, c'est résumé comme ça. Premier épisode de thrombose non provoquée, on fait un examen clinique, on fait une calcémie, on fait un hémogramme, on met à jour les dépistages. Si tout est normal, ben on s'arrête là. Si on a une piste de cancer parce que le patient est altéré ou qu'il y a une hypercalcémie ou qu'on a une anomalie sur nos dépistages ou que l'hémogramme est pourri, et ben là, ça justifie d'aller plus loin. Donc plus loin, c'est scan TAP, consultation avec l'oncologue parce que vous allez trouver un truc. Soit c'est l'hémogramme qui est pourri et donc c'est l'hémato. Et quand vous n'avez pas d'hémato, généralement c'est l'interniste. Si le patient récidive, alors qu'il a été bien traité, eh ben on fait la même chose qu'en 1, c'est-à-dire qu'on examine notre patient, on l'interroge, on fait un hémogramme, on fait une calcémie, on vérifie les dépistages systématiques, parce que peut-être qu'en fait juste ça n'a pas été fait. Et si ça a été bien fait, là on se dit bon, il y a un loup, on va chercher, généralement ça passe par le scan TAP. Les indications du bilan de thrombophilie, elles vont être beaucoup plus restreintes encore. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur les patients qui sont jeunes. Les patients qui sont jeunes, c'est les patients qui ont moins de 50 ans dans cette situation. Donc, si vous avez moins de 50 ans, que c'est votre premier épisode, qu'il est évidemment non provoqué, ou alors qu'il est de siège inhabituel, ou alors que ça récidive, dans ce cas-là, il est important de rechercher le SAPL. Parce qu'en fait, le SAPL, c'est grave, et il y a un risque important de récidive de thrombose, donc il faut le traquer. Ou alors, si vous avez des signes de nécrose cutanée ou des antécédents chez la femme de pathologie vasculaire placentaire, c'est pareil, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut rechercher un SAPL. La thrombophilie constite, donc c'est tout ce qu'on entend par, vous savez, l'activité protéine C, protéine S, le facteur 5 Leiden, tout ça. Je vais y revenir un peu après. Ça, c'est pas systématique. Il faut pas le faire. En fait, c'est même recommandé de ne pas le faire après un premier épisode. Sauf si votre patient il a des antécédents familiaux au premier degré, c'est-à-dire ma mère a thrombosé, ma sœur a thrombosé. Là, ça peut être légitime de le faire. Il est jeune, il y a des antécédents thrombotiques dans la famille, on fait. Et après, quand ça récidive et qu'il y a au moins un épisode non provoqué, avant 50 ans. Pour toutes les autres situations, il faut demander l'avis d'un expert avant de se lancer dans un bilan. Et pourquoi c'est important? Parce que dès que vous allez faire un bilan de thrombophilie, il va falloir un consentement parce qu'il y a des études génétiques et ça va impacter votre patient, mais ça va aussi impacter ses apparentés. Et donc, c'est important de bien avoir expliqué ce que ça implique. Donc ça, c'est le même arbre, mais version thrombophilie. Donc, vous avez un premier épisode non provoqué. Votre patient a plus de 50 ans. Globalement, vous allez rien faire, sauf dans la situation où il y a de la nécrose cutanée ou un antécédent de pathologie vasculaire placentaire. Et donc, dans ce cas-là, vous recherchez un SAPL. Si vous avez rien de tout ça, vous faites juste le bilan d'avant, traquer le cancer. Si vous avez moins de 50 ans, il est assez légitime de rechercher un SAPL. S'il y a un antécédent de thrombose en plus dans votre famille au premier degré, vous adressez le patient pour un bilan de thrombophilie constitutionnelle. Si non, on s'arrête là. Et après, pour la récidive, il est aussi assez légitime d'adresser le patient pour un bilan de thrombophilie constitutionnelle. Et les sites atypiques, généralement, on fait un bilan assez complet. Le bilan de SAPL, c'est 2 contrôles positifs à 12 semaines d'intervalle. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est un test qui va être très influencé par la situation du patient. C'est-à-dire que généralement, sur le premier dosage, s'il est fait précocement, vous pouvez avoir un patient qui est encore dans une situation inflammatoire. Et quand on a un syndrome inflammatoire, on a naturellement des anticoagulants circulants. Donc en fait, on peut avoir un faux positif. Et c'est pour ça que c'est important de le contrôler sur un deuxième dosage
à distance. C'est un bilan qui peut être prescrit par tous. Ici à Mayotte, c'est envoyé en métropole. Et globalement, il faut un tube de coag, donc le tube citrate, hein, le tube au bouchon bleu avec un petit peu de citrate au fond, et des tubes secs parce que les anticorps, c'est sur du sérum. La prise en charge du SAPL, elle est réservée aux spécialistes, hein, c'est des maladies rares et compliquées. Donc, si vous suspectez ça, vous envoyez votre patient en consultation de médecine interne pour qu'il ait le bilan complet, la confirmation ou non du diagnostic, et la prise en charge, c'est l'anticoagulation à vie par AVK. Et c'est important de dire que si vous avez des femmes qui ont un SAPL, de bien discuter avec elles le moyen de contraception et éviter, enfin, les œstrogènes sont contre-indiqués parce qu'à risque thrombotique. Voilà ce que je voulais dire. Le bilan de thrombophilie constitutionnelle, je pense qu'il faut l'adresser aux spécialistes pour éviter d'en faire par excès et aussi de faire les dosages au mauvais moment. Parce qu'il y a, par exemple, il y a les activités des protéines, elles sont influencées par la grossesse. Moi, ça m'est arrivé là il y a pas très longtemps qu'on m'adresse une patiente. Mais en fait, le bilan est ininterprétable parce qu'il est fait en cours de grossesse. Donc, enfin, ça sert à rien, on va devoir le refaire après. Donc, le plus simple, c'est de l'envoyer au spécialiste qui va réévaluer l'indication et qui, si elle est bien validée, va expliquer au patient l'intérêt, faire signer le consentement et prescrire le bilan dans le bon timing pour qu'en fait le résultat ait du sens et pas qu'on trouve des trucs qu'on ne sait pas interpréter. Et après, ça, c'est tout le bilan détaillé, mais du coup, je suis pas sûre que ça soit important pour vous de le retenir. Mais ce qu'on cherche, c'est un déficit en antithrombine. On dose l'activité de la protéine C et de la protéine S, et on va rechercher mutation facteur 5, facteur 2. Le clone HPN, alors là, c'est vraiment rare et c'est un vrai truc d'hématologue / interniste. Vous amusez pas à le prescrire parce qu'en plus, c'est de la cytométrie en flux qui est envoyée à la Réunion, donc il faut que ça parte dans le bon timing avec l'avion. Donc ça, c'est vraiment les patients, si vous suspectez ça, faut nous les adresser et nous on fera le bilan. Et donc l'HPN, pour ceux qui se souviendraient plus ce que c'est ou qui n'en ont jamais entendu parler, c'est une maladie acquise du globule rouge, enfin c'est une maladie acquise du complément qui vient détruire la membrane des globules rouges. Et donc c'est des patients qui ont généralement une hémolyse prédominante, mais il y a des formes qui peuvent être aplasiques ou des formes exclusivement thrombotiques. Et donc c'est un truc qu'on cherche en hémato sur les thromboses inhabituelles. Hop. Donc les messages clés, c'est que sur un premier épisode de MTEF provoqué, on fait pas de bilan étiologique systématique. Ensuite, si vous avez un épisode non provoqué ou une récidive, vous cherchez le cancer, mais vous le cherchez de façon simple. Interrogatoire, examen clinique, hémogramme, calcémie, mise à jour des dépistages des cancers pour la population générale. Si vous avez un patient jeune, vous cherchez systématiquement un SAPL. Et après, vous posez la question de la thrombophilie essentielle, si c'est une récidive ou s'il y a des antécédents de thrombose veineuse dans la famille. Si vous en sortez pas, que vous avez des doutes, que les cas sont complexes, faut pas hésiter à en discuter et on peut retenir on peut faire des bilans chez des gens qui sortent un peu des clous, mais pour lesquels on se pose la question. Et c'est quand même important parce qu'on va les anticoaguler longtemps. Voilà. Je complète un tout petit peu le topo d'Anne-Cécile en disant que depuis peu, la mammo, elle est accessible à tous en passant par le centre de dépistage des cancers à Rebecca. Donc même si les personnes n'ont pas de sécurité sociale, il est possible de les adresser au centre de dépistage et elles ont la mammo après 50 ans. Hein? Oui, il faut qu'elles aient un petit mot, mais n'importe quel petit mot, un petit papier avec griffonné, faire dépistage, c'est bon. Ouais, t'as pas besoin d'un truc.